14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Monsieur Taron, je m'excuse. Que pensez-vous dire lorsque vous verrez Monsieur Léger, car vous allez certainement le voir, le rencontrer, être confronté avec lui? Écoutez, je vous dis qu'une chose, c'est que je regrette de ne pas l'avoir pris tout seul, parce qu'il ne sera pas sorti vivant de mes mains. Bonjour, il s'appelle Lucien Léger et il a fait trembler la France entière au milieu des années 60. Celui qu'on surnommait l'étrangleur a revendiqué l'enlèvement et le meurtre froid d'un enfant de 11 ans, le petit Luc Taron. Pendant 40 jours, l'assassin va jouer au jeu du chat et de la souris avec la police, avec la presse et avec la famille de l'enfant. L'étrangleur va écrire lui-même le scénario de ce conte noir en abreuvant les journaux de lettres glaçantes. La France va ensuite découvrir un homme qui ne correspond en rien à la description qu'elle s'était faite du tueur d'enfants. Lucien Léger, un petit homme gris et insondable dont on ne saura jamais s'il dit la vérité ou s'il est entré dans la peau d'un personnage. Condamné à la perpétuité, Lucien Léger va passer 41 ans en prison et deviendra le plus ancien prisonnier de France. Ce greffier du crime qui, après des aveux niés avoir tué Luc Taron, a-t-il commis ce meurtre sans merci? Un livre signé Philippe Jaénada, une très longue enquête, parvient à instiller le doute. Et si Lucien Léger était innocent? Le livre s'intitule « Au printemps des monstres », référence à un message de l'étrangleur « Je suis la graine qui pousse dans le printemps des monstres ». 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Et aujourd'hui, dans l'heure du crime, Lucien Léger dans la peau de l'étrangleur. Au printemps 1964, à Paris, un enfant est porté disparu. De toute évidence, il a fugué. Il s'appelle Luc Taron et il a seulement 11 ans. Ce mardi 26 mai 1964, dans la soirée, Yves Taron et sa compagne Suzanne Brulé dînent en silence, espérant que la porte s'ouvre et que leur fils, le petit Luc, réapparaisse. Le garçon s'est volatilisé quelques heures auparavant. Il était rentré tout à fait normalement à la maison après l'école, chez lui, au numéro 18 de la rue de Naples, dans le 8e arrondissement de Paris. Il a pris son goûter, est monté dans sa chambre, puis a profité de l'inattention de sa mère et de l'absence ponctuelle de son père pour disparaître. Le père, Yves Taron, est représentant de commerce pour diverses marques d'appareils électriques et son domicile fait office de bureau. Au début, les parents ne se sont pas vraiment inquiétés. Luc a déjà fugué. Il serait un familier de ce genre d'escapade. Le père de famille a donc fait le tour du quartier dans l'espoir de le retrouver, sans succès. Après le dîner, le couple reprend ses recherches. La mère explique au Figaro « Je me disais que plus le temps passait, plus mon petit bonhomme devait être inquiet sur la réception qui l'attendait. On risquait de ne pas le revoir avant le lendemain matin. » Mercredi 27 mai, 10h30, l'attente n'a que trop duré. Yves Taron prévient le commissariat. Les parents craignent que leur fils ait été renversé par une voiture. Le signalement du fugueur est celui d'un petit garçon qui porte un blouson de velours marron, chaussettes rouges, chaussures marron. Après 18h, coup de fil de la police. On demande aux parents une photo de Luc. Le père se rend tout de suite au commissariat, mais il n'en ressort pas. On lui demande de monter dans une voiture direction la campagne de l'Essonne. Au matin, le corps sans vie d'un enfant a été découvert au pied d'un gros chêne dans le bois de Verrières-le-Buisson. Un médecin local, le docteur Henri Locussol, praticien expérimenté, a tout de suite vu que la mort du petit garçon n'était pas le fruit d'un accident. Le visage et le cou sont cyanosés. Il porte de multiples traces de griffures près du larynx et derrière les oreilles. Il s'agit bien du petit Luc Taron. Le père reconnaît son corps à la morgue. La presse a vite été informée de cette macabre découverte et bien décidée à faire les choux gras de cette histoire. Qui a tout d'un crime monstrueux? Qui a voulu s'en prendre à cette famille Taron qui habite un quartier bourgeois mais est très loin de rouler sur l'or? Dès le lendemain du meurtre, une lettre découverte sur le pare-brise d'une voiture dans le quartier des Champs-Élysées met le feu à l'affaire. Le scripteur anonyme se présente comme le ravisseur. Il dit avoir demandé une rançon qui lui a été refusée. Pour qu'on le prenne au sérieux, il donne des indices. Il indique ainsi que le petit Luc portait une veste de velours qu'il a conservée. Il détenait aussi une bande dessinée de Bugs Bunny, ce qui est exact.
L'enfant, écrit l'inconnu, avait du mercurochrome sur une jambe, détail confirmé par les parents. La lettre serait un avertissement pour le prochain rapt, la rançon ou la mort. Dès lors, le ravisseur va abreuver policiers et journalistes de messages, égrener les indices. Le livre de Bugs Bunny, enveloppé dans du papier journal, sera retrouvé dans une rame de métro avec cette mention « Ce livre a appartenu au petit Luc Taron », signé L'étrangleur. Bonjour Philippe Jaénada. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes journaliste et auteur du livre que j'ai cité auparavant, Au printemps des monstres, qui vient de paraître aux éditions Mialet-Barreau. Philippe Jaénada, question simple, et en 3 mots, pourquoi cette histoire vous a-t-elle autant fasciné au départ? En 3 mots, ça va être difficile, mais elle m'a... 4. Au départ, 4, merci. Au départ, elle m'a pas fasciné du tout, elle m'a intéressé, elle m'a intrigué. J'ai décidé de me pencher un peu là-dessus, de chercher ce que je pouvais trouver, et puis petit à petit, je me suis laissé complètement engloutir dans cette affaire extrêmement complexe, extrêmement floue. Mais au départ, c'était juste une sorte de curiosité, on n'a qu'à dire, parce que j'ai croisé Henri Leclerc, qui a été l'un des avocats de Lucien Léger. C'est sur la fin d'ailleurs, Henri Leclerc, qui effectivement sera l'un de ses avocats. Il en a eu plusieurs, Lucien Léger. On va parler évidemment de Lucien Léger, qui est finalement le sujet évidemment principal dans cette histoire, sans oublier la victime évidemment, le petit Luc Taron. Mais là, tout de suite, on est au cœur des années 60, dans une France plutôt dynamique. On est à la sortie des 30 Glorieuses, mais enfin ça se passe plutôt bien. Pourquoi c'est pas un crime comme les autres? C'est un crime d'enfant déjà. Alors c'est loin d'être un crime comme les autres, c'est un crime d'enfant, ce qui est évidemment abominable. Et puis c'est surtout un crime sans mobile, sans raison aucune, c'est-à-dire ni financière ni sexuelle, en apparence en tout cas. C'est un crime qui n'a pas de témoin. Et c'est un crime qui est surtout particulier parce qu'il est revendiqué dès le premier jour par une espèce de fou furieux qui pourrait être simplement un fou furieux, un farfelu qui a vu ça dans un journal et qui s'est dit je vais faire parler de moi, je vais le revendiquer, sauf que non, puisqu'il y a des détails, comme vous disiez, extrêmement précis que seul le meurtrier, ou en tout cas quelqu'un qui connaît le meurtrier, peut connaître. Vous évoquiez, il n'y a pas l'appât du gain, parce qu'on sait que cette famille Taron, finalement, elle a peut-être été riche à une époque, mais elle l'est moins aujourd'hui. Ouais. Qui sont-ils, ces Tarons qui habitent dans le 8e arrondissement de Paris? C'est une des choses très intéressantes de cette affaire, c'est que les Tarons, en apparence, ce sont des parents effectivement assez modestes. Lui faisait des affaires un peu après-guerre et peut-être un peu sous l'occupation, et puis ses affaires ont plus ou moins périclité. Elle travaille avec lui, elle l'aide à faire des enveloppes, faire des adresses, dit le petit Luc Taron, c'est-à-dire il fait du publipostage ou des choses comme ça. Et puis évidemment, quand l'affaire éclate, ce sont les parents martyrisés, les parents à qui on a arraché leur enfant sans raison. Donc c'est un couple apparemment, et Yves Taron le répétera souvent, de Français moyens qui souffrent. Ça, ce sont les apparences. En réalité, il y a bien des choses derrière les apparences. Ah, donc ça, c'est encore plus mystérieux que ça. Ah oui. Mais effectivement, rien n'est simple. On n'a jamais un homme sans histoire, une famille sans histoire. On le sait, ça n'existe pas. C'est un cliché journalistique. Voilà, ils ont beaucoup d'histoires. Ils ont beaucoup d'histoires dans les placards. Ouais. Le ravisseur, vous l'avez dit, il écrit. Il donne des détails inédits. On le suit tout de suite sans se poser des questions. C'est-à-dire qu'il devient immédiatement, j'ai envie de dire, le chef d'orchestre de cette affaire. Oui, c'est-à-dire qu'on est obligé de lui faire confiance, disons, puisque des détails aussi anodins que ce mercurochrome, ça paraît tout bête, mais enfin, si ça n'a pas été annoncé, j'ai regardé les dépêches AFP qui en parlent, elles sont postérieures à la première lettre de revendication, donc personne n'avait parlé de mercurochrome. Et donc, effectivement, assez vite, les inspecteurs, les enquêteurs se disent... c'est lui, c'est l'assassin. Le problème, c'est qu'il n'est absolument introuvable. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a quelqu'un dans Paris qui envoie des lettres anonymes. À l'époque, évidemment, il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Pas le téléphone portable, etc. Non, rien. Donc, ils n'avaient absolument aucun moyen ou par exemple, ils ont décidé de surveiller tous les bureaux de poste, de mettre des agents cachés pour voir quand qu'ils postaient 1 ou 2 messages par jour. Malheureusement, la presse a sorti l'info, donc évidemment, il a évité les bureaux de poste qui étaient mentionnés dans les journaux. Donc, il y avait a priori aucun moyen, et ça a inquiété tout le monde au plus haut niveau politique, aucun moyen d'arrêter ce fou qui menaçait en plus de tuer d'autres enfants. C'est ça, parce que c'est inquiétant, parce qu'il dit c'est un avertissement.
Hein, j'ai tué une fois, mais je vais peut-être tuer 2 fois, 3 fois, 10 fois, on ne sait pas. Donc là, effectivement, je pense que la police, à l'époque, qui n'est pas encore la fameuse police judiciaire parisienne, mais très inquiète. Plus qu'inquiète, avec ce bémol qu'on se rend vite compte qu'il est un peu cinglé, quoi. C'est-à-dire que tout au début, dans la première lettre de revendication, il dit « je vais recommencer, et cette fois, attention, ce sera la rançon ou la mort ». Mais ensuite, il se met à débiter des telles énormités. On comprend que le type est un peu fou et que probablement ce sont des menaces en l'air et qu'il ne tuera jamais personne d'autre. Mais en tout cas, il faudrait l'attraper, quoi, quand même. On est sûr que le petit Luc Taron est mort étranglé? Justement, non. C'est une des premières choses qui aurait dû alerter tout le monde. C'est que lui se baptise lui-même l'étrangleur, raconte comment il a étranglé l'enfant, le répète, alors que toutes les constatations des médecins légistes prouvent que l'enfant n'a pas été étranglé, justement. Donc il se trompe sur un point quand même assez important. Il a été étouffé, il a été étouffé, oui, il a été étouffé. Il a probablement été frappé parce qu'il a un gros hématome à la tête. Il a probablement été frappé et ensuite il a été étouffé. Enfin, il est mort étouffé. En tout cas, le visage, c'est abominable de raconter tout ça, mais le visage dans la terre et sans doute pas à l'endroit où on l'a retrouvé. L'étrangleur, comme on le présente et comme il le revendique, va tenir la France en haleine durant de longues semaines. Un jeu de piste qui va finalement mener à un homme discret, totalement insoupçonnable, inconnu de la justice comme de la police. Les policiers chargés des investigations, les commissaires Camard et Sanson, tout comme le juge d'instruction de Versailles, Jean-Claude Seligman, restent pour le moment sur leur faim. Ils ont très peu d'indices et se méfient de ce déferlement de courriers anonymes qui pourrait n'être qu'une diversion. Les enquêteurs s'intéressent ainsi de près aux parents. Logique, ce sont les dernières personnes à avoir vu l'enfant vivant. Yves Taron et Suzanne Brulé sont interrogés et même placés en garde à vue le mercredi 3 juin, puis relâchés. Le 11 juin, un journaliste de France Soir reçoit à son domicile une lettre de 2 pages recto verso qui détaille avec un total cynisme la mort du petit Taron. Selon ce courrier, le meurtrier a croisé l'enfant seul le 26 mai vers 23h30 à la station de métro Étoile et lui aurait proposé d'aller au cinéma. L'enfant aurait accepté et demandé de ne pas rentrer chez lui. « Garde-moi avec toi », aurait-il dit. Son bourreau écrit « J'ai décidé de garder Luc pour toujours, le garder dans la mort pour que le prochain rapt réussisse. » L'homme embarque Luc dans sa voiture jusqu'à Verrières-le-Buisson. Il est 3h du matin, il le fait sortir pour qu'il puisse aller faire pipi avant de dormir, puis passe derrière lui. Je lui ai appliqué mes mains sur le cou et avec mes doigts, j'ai serré, raconte l'étrangleur. Au lendemain de ce 21e message, le père de la victime déclare « Je suis persuadé que celui qui signe l'étrangleur est bien l'assassin de mon fils. Tôt ou tard, je le démasquerai. Dussé-je y consacrer toute ma vie ?» Début juin 64, un peu plus d'1 mois après le meurtre, le Standard de Radio Luxembourg, futur RTL, reçoit un appel anonyme. Une voix d'homme qui se présente comme l'étrangleur révèle avoir volé une 2 chevaux Citroën de couleur bleue immatriculée 9430 DS75 et avoir tué un homme à l'intérieur. Le correspondant anonyme donne le nom du propriétaire de la voiture, Lucien Léger, aide-soignant à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, ainsi que son numéro de téléphone. RTL décide donc de vérifier cette information auprès de ce mystérieux monsieur Léger. Monsieur, nous venons d'avoir un coup de téléphone anonyme qui nous dit que votre voiture, une 2 chevaux... Voilà, a été volée, elle a été retrouvée hier... à Viry-Châtillon. Oui, il y avait du sang dedans. Il y en avait même pas mal. Et qui était sec à peu près. Parce que, je vous dis, l'étrangleur vient de nous appeler à nous, pour nous le dire. C'est une drôle d'affaire, ça. C'est une drôle d'histoire, il a dit qu'il revendiquait le crime qui s'était fait dans votre voiture. Oui, mais je veux bien savoir ce que c'est. Enfin, n'importe comment, il y a eu quelque chose de sérieux, parce qu'il y a du sang dedans. La première brigade mobile établit que ce monsieur Léger a bien déclaré le vol de sa voiture 1er juillet. Le 3 juillet, le propriétaire est entendu, on le trouve étrange. Le commissaire Poisblanc le réentend le lendemain, Léger est confus, vague. Les policiers perquisitionnent son domicile, une chambre au 4e étage de l'Hôtel de France, au 102 avenue de la Tour-Maubourg. À l'intérieur, une collection de journaux sur l'affaire Taron, des exemplaires du Daily Express, des feuilles de papier identiques à celles des messages envoyés aux journaux, des adresses privées de journalistes qui travaillent sur l'affaire. Samedi 4 juillet à 20h, Lucien Léger, 27 ans, est placé en garde à vue. Dimanche 5 à 7h30 du matin, il déclare « C'est moi qui ai écrit les lettres signées l'étrangleur ».
2 heures plus tard, il avoue « Je suis l'assassin du petit Luc ». Philippe Jaénada, auteur de ce formidable livre « Le printemps des monstres » qui raconte toute l'histoire de Lucien Léger et puis évidemment ce crime atroce qui est justement Lucien Léger. Là on découvre un petit bonhomme tout gris, passe-partout, anonyme quasiment. Alors, un petit bonhomme tout gris, passe-partout et anonyme, mais comme vous venez de l'entendre, un petit bonhomme quand même assez bon comédien. C'est-à-dire que là il parle aux journalistes de RTL. Même des années après, en sachant tout ce qu'il y a autour, il est quand même extrêmement détendu. Il dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'étrangleur m'a volé ma voiture », alors que c'est lui qui a organisé tout ça. Il est l'étrangleur, enfin il est le personnage qui se définit comme l'étrangleur. Donc en fait, sous ces airs de petit bonhomme inoffensif et passe-partout et invisible, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'extrêmement compliqué. Oui, mais là j'ajoute, Philippe Jaénada, parce que cette histoire de voiture, elle est extraordinaire. On est en pleine schizophrénie. C'est-à-dire qu'il appelle RTL pour dire j'ai tué quelqu'un dans une voiture et je vous donne le propriétaire de la voiture. On appelle le propriétaire, ce n'est autre que celui qui vient de dénoncer ce crime. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était impossible pour la police de trouver l'étrangleur, sauf si l'étrangleur lui-même venait se livrer à la police. Lucien Léger dit l'étrangleur a volé ma voiture. C'est-à-dire que Lucien Léger lui-même, il voulait se faire arrêter. Lui-même. C'est ça. Oui, c'est ce que je voulais vous entendre dire, parce qu'il veut se faire arrêter. Il veut se faire arrêter, c'est évident. Il vient lui-même. C'était la seule solution. Sinon, ça aurait pu durer des mois et des années. On n'aurait jamais trouvé qui était ce fou furieux qui envoyait des lettres. Déjà, il aurait suffi qu'il arrête d'envoyer les lettres. On l'aurait jamais retrouvé. Il a dit aux policiers, allez voir ce monsieur Lucien Léger, convoquez-le. Et Lucien Léger a été convoqué au Quai des Orfèvres. Et il a été arrêté parce qu'il avait tout simplement sur lui des morceaux de lettres qu'il avait envoyés. Il va dans le bureau du commissaire Poisblanc avec des morceaux de lettres et des photos qu'il a envoyées aux médias et aux parents. Il a envie de se faire arrêter parce qu'il est à bout de course. C'est un jeu qui a trop duré. Oui, je pense. Il aurait pu... 40 jours, je précise. Oui, c'est exactement 40 jours. Il est arrêté le 5 juillet, dans la nuit du 4 au 5 juillet. Je pense, et puis surtout, il a perdu un peu la tête. C'est-à-dire que quelqu'un qui était complètement insignifiant, qui n'avait aucune influence autour de lui, même dans un rayon très proche, tout d'un coup, pendant 40 jours... il dirigeait la presse, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'il demande à être en une des journaux sérieux aussi, des journaux très populaires, mais aussi sérieux. Il écrivait à Léon Zitrone ou à Maurice Papon, qui était préfet de Paris, en se moquant d'eux. Enfin, tout d'un coup, il a eu un pouvoir énorme, ça lui est monté à la tête. Oui, exactement. C'est un accès de mégalomanie. C'est tout à fait ça. Mais il a fini par tourbillonner sur lui-même, jusqu'à aller se mettre lui-même dans les mains des policiers. Donc là, on est persuadé, en tout cas les enquêteurs en sont sûrs, ils ont l'étrangleur dans leur filet, ils l'ont attrapé, ils ont le meurtrier du petit Luc Taron, ça ne fait aucun doute pour les enquêteurs et pour le juge d'instruction. Je voudrais, Philippe Jaénada, que vous nous parliez un petit peu de Lucien Léger. J'ai dit, moi, très rapidement, infirmier psychiatrique, 27 ans, il est marié, comment vit-il, où vit-il ? Alors c'est un jeune homme qui est né dans une famille ouvrière, j'allais dire très pauvre, disons assez pauvre, une famille ouvrière de l'époque, du côté de Charleville-Mézières, qui a une enfance tout à fait normale, hormis donc des moyens d'existence assez réduits, qui a fait son service militaire, qui est parti en Algérie, qui a été victime d'une insolation en montant la garde en plein soleil, donc réformé, et puis sa marraine d'armée, à qui il écrivait, qui était la sœur d'un de ses copains de régiment, s'appelait Solange Vincent, c'était une enfant de l'assistance publique. Il l'a rencontrée en revenant en France, ils sont tombés amoureux, disons, ils se sont mariés, ils ont essayé de tenter l'aventure à Paris, et puis c'était très difficile. Les années 60, on a l'impression, comme vous disiez tout à l'heure, c'est encore les 30 glorieuses, on a l'impression que tout est léger, amusant, frivole, qu'il y a plein d'emplois, etc. Il vivait dans des conditions terribles, il a écrit une lettre à l'Express, 2 ans avant la mort de Luc Taron, pour se plaindre des conditions il dit on mange de la viande une fois par mois, des haricots verts si on en a une fois par semaine, on a de la chance. C'est la misère. C'est la misère. Il y avait de l'emploi, mais c'était très mal payé. Il y avait des logements, mais complètement insalubres. Donc voilà, c'est un jeune homme, il travaille chez De Noël, aux éditions De Noël. Il est devenu infirmier psychiatrique parce que sa femme, Solange Léger, avait, d'après ce qu'on disait, des problèmes psychiatriques et était interné. Et je le disais, on le connaît pas. La justice ne le connaît pas. Il n'a jamais fait parler de lui. Jamais le moindre souci, mais pas une contravention, rien du tout. C'est un homme qu'on considère comme plutôt ennuyeux et assez fade et solitaire, qui a très peu d'amis, mais en tout cas, non, il n'a jamais eu le moindre problème avec la police ou la justice. La
chambre d'hôtel, c'est normal, il vit là? Oui, en fait, à l'époque, moi, je me suis pas amusé, mais je suis allé dans différentes, ce qu'on appelait les meublés ou les garnis. Alors, il habite dans un hôtel aux Invalides. Alors, on peut dire, il est pas si pauvre que ça, il est face aux Invalides. Et en fait, donc, c'était un meublé qui maintenant est un 3 étoiles tout à fait convenable, qui a toujours le même nom, l'Hôtel de France. Mais c'était un meublé, c'est-à-dire c'était tout petit, il n'y avait pas de toilette, c'était insalubre, c'était sale, c'était branlant, enfin bon. Lui se considérait comme sans logis ou mal logé. Il a même créé une association pour les sans logis. Est-ce qu'il a un lien, ce Lucien Léger, avec la famille Taron? Parce que là, il faut faire un petit pont là-dessus. Il faut faire un petit pont. Une des certitudes, c'est que non, il n'a pas l'ombre d'un lien avec la famille Taron, lui directement en tout cas. Moi, je pense que les ravisseurs, je suis même sûr, les ravisseurs du petit Luc, le pauvre, ont des liens avec la famille Taron, mais Lucien Léger, non. Et tout à l'heure, vous disiez, vous me dites, il faut qu'on aille plus vite, mais le juge d'instruction est persuadé de sa culpabilité. Pas du tout. Le juge d'instruction est persuadé que ce n'est pas lui et qu'il ment en se désignant comme coupable. Il est beaucoup sur les parents, le juge d'instruction, c'est vrai. Hein, oui, les policiers au début aussi. Puis une fois qu'ils ont l'étrangleur, ils se tournent vers lui, mais le juge d'instruction reste persuadé que sa version des aveux est fausse. Donc vous faites déjà la distinction entre les ravisseurs et... Lucien Léger. Ouais. Hein, pour vous, il y a déjà un doute. Il a écrit ces lettres, ça ne fait aucun doute, mais il ne fait peut-être pas partie il n'est peut-être pas le ravisseur ou il ne fait pas partie des ravisseurs. C'est une certitude. C'est votre enquête, ça. Oui, c'est mon enquête. Et la version que vous avez donnée tout à l'heure, quand il rencontre le petit au métro à 23h30, qu'il l'emmène dans sa 2 chevaux, qu'il l'emmène dans les bois, etc. C'est ce qu'on appelle la vérité judiciaire. C'est là-dessus qu'il a été condamné. C'est absolument impossible. Pratiquement, techniquement, pragmatiquement, il est impossible que cette version soit exacte. Au soir de ses aveux, vers 20h35, Lucien Léger est conduit à Versailles, dans le cabinet du juge Seligman. La foule crie « À mort, à mort !» L'infirmier est inculpé de rapt d'enfants et d'homicide volontaire et écroué à la prison Saint-Pierre. Le jeudi 9 juillet 1964 à 15h45, Lucien Léger apparaît menotté à l'entrée du palais de justice de Versailles, accompagné des policiers et de l'un de ses avocats, le célèbre Maurice Garçon, pour une longue journée d'interrogatoire. L'homme présente un gabarit plutôt fluet, cheveux bruns et sourcils très épais. Il porte le même chandail beige que le jour de son arrestation. Malgré les flashs des photographes et la bousculade, il ne bronche pas et avance d'un pas calme. Léger est confronté au père de l'enfant. Ce face-à-face ne dure que quelques minutes alors que l'audition de l'intéressé, elle, va s'éterniser. Maître Vizzavona, avocat de la famille Taron, décrit un homme décontracté, calme et pas du tout ému. Une reconstitution est programmée à 23h35. Lucien Léger arrive sous bonne escorte au bois de Verrières. 2 compagnies de CRS cernent les lieux. Les journalistes et une foule de curieux réclament sa mort. Des projecteurs éclairent l'emplacement où le corps a été retrouvé. Un mannequin symbolise le petit Luc Taron. C'est trop horrible, je ne me souviens pas. Je me souviens de rien, dit-il. Un policier fait les gestes à sa place à minuit 30. Il s'enferme dans un mutisme total. Tout un collège d'experts sont chargés d'examiner Lucien Léger au cours de l'instruction. 3 psychiatres, un psychologue, un médecin légiste et 3 graphologues. Le docteur Lafont, auteur du premier rapport médico-psychologique de l'intéressé, décrit un personnage rongé par l'insatisfaction, quelqu'un qui a souffert de son milieu social pauvre, voire même misérable, entre un père très en retrait que ses voisins surnomment le niais, et une mère exubérante. L'expert analyse le crime comme une tentative de revalorisation, un besoin de publicité. Il est fait état du début d'un roman écrit par Léger et retrouvé dans sa chambre d'hôtel, un ouvrage qui porte le titre de Journal d'un assassin. En détention et dans l'attente de son procès, Lucien Léger ne va plus vouloir endosser l'habit de l'étrangleur. Il va se rétracter et dire que l'assassin est l'œuvre d'un tiers, un mystérieux monsieur Henri. Alors, Philippe Jaénada, auteur du livre, je le rappelle, Le Printemps des monstres chez Mialet Barreau, qui raconte toute cette histoire de Lucien Léger et du petit Luc Taron. Nous ne sommes pas encore au procès. Que penser de ces aveux qui sont faits à l'issue de la garde à vue,
La garde à vue, c'est un joli... Et la garde à vue, oui, ouais. c'est vous voyez, un lapsus intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'évidemment, quand il fait ses aveux le jour de son arrestation, tout le monde y croit, c'est normal. Il a avoué, et ça il n'est jamais revenu dessus, qu'il avait effectivement écrit toutes ses lettres de revendication. Dans la foulée, il avoue le crime, il donne une version du crime qui lui est, on ne sait pas si ça lui est un petit peu suggéré par les enquêteurs ou pas, mais c'est pas du tout certain. Il donne une version, on le croit. Le problème, c'est que quand on revient sur cette version, quand on étudie cette version, ça ne fonctionne pas du tout. Pourquoi ? Dites-nous quelques détails. Par exemple, il y a beaucoup de détails. Vous disiez tout à l'heure, on n'est pas sûr que le petit Luc Taron ait été tué au lieu dit, près de ce chêne. C'est même une certitude. C'est-à-dire que, et là, les experts, le docteur Locussol dont vous parliez tout à l'heure, les experts qui étaient là, même les policiers sont d'accord. J'ai vu malheureusement les photos du corps, de la scène de crime. L'enfant a été étouffé et il n'y a pas la moindre trace de lutte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la moindre brindille déplacée. Lui, d'ailleurs, l'enfant est habillé très correctement. Il faut... Oui, mais Philippe Jaénada, je vous interromps, parce que un enfant de 11 ans et quelqu'un de 27 ans, on peut très bien supposer qu'il soit passé derrière lui et l'ait étranglé, comme il a pu l'écrire. Ah, s'il avait été étranglé, oui, mais il n'y a pas forcément de trace de lutte. Il n'a pas été étranglé. C'est vrai. Et non, il n'y a pas de trace. Il y a une petite marque sur le cou, mais qui est une marque de quelqu'un qui tient pour appuyer la tête. Il n'a pas le moindre bleu sur la gorge. Il n'a pas été étranglé. Il a été étouffé, la tête dans la terre. Enfin, en tout cas, tout le monde s'est mis d'accord. Mais après, ces choses-là ont disparu pendant l'instruction et pendant le procès. Tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'il n'avait pas été tué là. Le père de l'enfant lui-même dit c'est impossible que mon fils ait été tué là. Regardez, on voit qu'il a été posé. C'est une évidence. Donc ça ne veut pas dire que Lucien Léger est innocent. Ça veut dire en tout cas que ses aveux ne sont pas bons. Il dit avoir trouvé l'enfant à 23h30 dans le métro, à 100 mètres de chez lui. Ça veut dire que l'enfant, de 17h30 à 23h30, pendant 6 heures, il est resté dans le métro tout seul, sans que personne l'ait vu. Il a dit qu'il l'a rencontré à 23h30 dans le métro et ils sont entrés dans le bois à 3h30 du matin. Ça fait pendant 4 heures pour aller en 2 chevaux de Paris à 15 km de là. C'est complètement impossible. Lucien Léger a décrit un chemin qui l'aurait emmené au bord de l'Atlantique. Il a roulé pendant 4 heures avec ses 2 chevaux. Donc tout ça n'est pas possible. La station Étoile aussi, vous dites que le métro station Étoile ne correspond pas. Lucien Léger décrit la manière dont il a croisé le petit. J'ai refait moi le trajet. C'est impossible, c'est dur à expliquer comme ça au micro, mais ce sont des couloirs qu'on ne peut pas emprunter parce que c'est le terminus de la ligne 6, etc. Enfin bon, tout ça. Y compris à l'époque, évidemment, je me suis renseigné. Je me suis appuyé, il faut que je le dise quand même, moi je me suis appuyé sur un livre extraordinaire qui s'appelle Le voleur de crime, qui est écrit par 2 journalistes, enfin un journaliste Jean-Louis Vanny et un bibliothécaire merveilleux Stéphane Troplin, qui ont fait, ça a été publié en 2012, pendant 10 ans ils ont fait un travail de fou. C'est pas une œuvre littéraire, même si c'est très bien écrit et drôle, etc., mais c'est un travail vraiment de documentaire. Je me suis appuyé là-dessus pour écrire le livre, donc ils ont refait ces choses-là avant moi, les trajets. Donc selon vous, évidemment, il y a des doutes, pardon. Oui. Les journaux disent qu'après cette première reconstitution, quand il est monté dans le panier à salade, il souriait. Ça, c'est des titres de journaux à l'époque. Ouais, l'assassin qui souriait. Ouais, ça en fait, alors c'est quand il est parti du quai des Orfèvres le premier jour de son arrestation pour être présenté au juge d'instruction. Et c'est pas que les journaux le disent, j'ai vu moi les images, il sourit, il est dans la voiture, il sourit, il s'excuse parce qu'il est mal rasé, parce qu'il vient de passer la nuit en garde à vue, il fait un geste, il fait désolé, il sourit, c'est atroce à voir. Sauf que, et donc évidemment, on se dit, mais qui est ce type, quoi? Sauf que il vient de dire à la caméra, il croyait qu'il y avait un micro, il vient de dire c'est pas moi, je suis pas l'étrangleur, j'ai écrit des messages, j'ai pas tué cet enfant, c'était une mauvaise blague. On l'a pas entendu, le micro était coupé, et là, il rentre dans la voiture, il sourit. Lucien Léger, coupable ou pas coupable? Au juré, bientôt de le dire. L'accusé va jouer sa tête lors d'un procès à grand spectacle et au cours duquel il va montrer le plus déroutant des visages. Ce 3 mai 1966, Lucien Léger, petit homme frêle aux épaules tombantes qui ressemble un peu à Charles Aznavour, comme l'écrit le journal L'Aurore, Léger est debout dans le box des accusés de la cour d'assises de la Seine-et-Oise à Versailles. Pendant les 4 jours et demi d'audience, Léger, cravate rouge, ne peut que répéter ce qu'il n'a cessé de dire au juge d'instruction. Il n'a pas tué Luc Taron. Il a simplement écrit les 56 messages de l'étrangleur pour détourner l'attention et protéger le coupable, un ami, un certain Henri. C'est cet homme, dont il refuse de décliner l'identité, qui est derrière ce crime atroce. C'est ce fameux Henri qui lui aurait confié cette phrase en parlant de la mort de l'enfant. «
Je sentais son cœur battre contre ses carotides, phrase qui fait frémir la salle d'assises. Les experts psychiatres disent n'avoir pas trouvé chez Léger de signes de démence. Le professeur Heyer affirme « Léger n'est pas un mythomane, il ne croit pas aux fables qu'il invente, mais c'est un menteur. Il est conscient de ce qu'il a fait, mais j'espère qu'on ne le condamnera pas à mort, car il y a chez lui une légère atténuation de la responsabilité en raison de son milieu social d'origine. » Une brèche s'ouvre alors devant l'avocat de l'accusé, maître Alberno, farouche opposant à la peine de mort, même si le ténor du barreau avoue son impuissance. « J'ai l'impression d'être inutile pour la première fois de ma carrière, dit-il. Je cherche l'homme, mais il se cache toujours derrière le personnage. » Lucien Léger va promettre de révéler qui est le mystérieux Henri, mais il ne le fera pas. Après 2h10 à peine de délibération, il échappe à la peine capitale. Ce sera la perpétuité. L'accusé éclate alors de rire. Philippe Jaénada, qui a fait une longue enquête sur Lucien Léger et l'affaire du petit Luc Taron, ça rime à quoi, ce rire? Il signifie quoi? Alors, ce rire signifie, c'est ce qui suit ce rire, surtout, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'une fois que le verdict est tombé, alors que le juge lui demande depuis des heures de dire la vérité, de dire le nom de cette personne et qu'ensuite il sera trop tard, mais là il attend que le verdict soit tombé et il dit « Eh bien voilà, vous venez de commettre une erreur judiciaire et je vais vous le prouver. Le coupable s'appelle Georges-Henri Molinaro. Monsieur Taron le connaît bien. Monsieur Taron d'ailleurs va me suivre en prison dans pas longtemps puisqu'il est responsable, etc., etc. » Sauf que c'est trop tard, le verdict est tombé, c'est trop tard, mais les policiers, quand même, le juge, tout de suite, ordonne un complément d'enquête, les policiers quand même, ouais, bah, oui. C'est ce qu'il fera dire à Lucien Léger, c'était bien la preuve qu'on m'a condamné sans conviction, puisqu'il suffit que je donne un nom, tout le monde se lance. Il a un peu cherché entre nous. Oui, il l'a cherché, pas de souci là-dessus. Le problème pour Lucien Léger, c'est qu'on ne retrouvera jamais ce Georges-Henri Molinaro. On ne sait même pas s'il a existé. On a même l'impression qu'il n'a pas existé puisqu'on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et que donc, alors après, toutes les théories sont possibles. La mienne, c'est qu'il a existé, mais que Lucien Léger ne connaissait pas son vrai nom. Je le connaissais sous le nom de Molinaro, mais ça, on peut imaginer tout ce qu'on veut. En tout cas, on ne trouvera jamais cet homme. Et pendant plus de 40 ans, Lucien Léger va dire « Il existe, je vous jure, il existe ». Et plus personne n'écoutera Lucien Léger, qu'il l'a dit trop tard, qu'il a dit après le verdict et qui est parti en prison pour le reste de ses jours ou presque. Alors, à supposer qu'il ait suivi les directives de ce fameux et introuvable Molinaro, pourquoi Léger aurait-il fait ça? Faire en gros le petit scripteur du crime. Pourquoi aurait-il suivi aveuglément ce Molinaro qui lui aurait demandé de raconter ce crime? Là, on n'a que la version de Lucien Léger qui est sujette à caution, parce que Lucien Léger a quelques qualités, mais aussi quelques défauts. Et en l'occurrence, l'un de ses défauts, c'est qu'il ment beaucoup. Et dans ces différentes versions qui se sont un peu enrichies au fil des années, on sait qu'il a menti. Les raisons pour lesquelles il ment sont difficiles à définir, mais il a menti. Et en tout cas, sa version, c'est que voilà, c'était son ami qui connaissait la famille Taron, qu'il a enlevé le petit parce que le père Taron devait... Ça, c'est ce que dit Lucien Léger, que moi, je ne sais pas, je n'étais pas là. Parce que le père Taron lui devait de l'argent, il a enlevé le petit pour récupérer son argent. Ça s'est mal passé, le petit est mort. L'ami de Lucien Léger a dit « On va savoir que je connais Taron, ça va se retourner contre moi. Toi, qui es complètement extérieur à ça, écris n'importe quoi de stupide, revendique le crime. » Voilà, tout ça, que ce soit vrai ou pas, on ne sait pas. On est d'accord, c'est fragile quand même, devant une cour d'assises. Bien sûr, c'est très fragile. Mais par exemple, Lucien Léger, alors au bout d'un an, il a fait ses aveux. Pendant un an, il les a répétés inlassablement devant le juge d'instruction. Et au bout d'un an, revirement, c'est pas moi, c'est pas moi. Le coup classique, comme fait tout le monde. Sauf que Lucien Léger, toute sa vie, a dit, dès le premier jour, je n'ai jamais avoué en fait, dès le premier jour aux enquêteurs, j'ai vu mon avocat le matin où on m'a arrêté, je lui ai dit, c'est pas moi. Tout le monde a dit que c'était faux. Maurice Garçon, plus grand avocat du XXe siècle, l'avocat de Lucien Léger, a dit c'est faux. Il vient seulement de me dire un an après que... Moi, j'ai retrouvé dans les archives de Maurice Garçon une lettre où il écrit à Lucien Léger « Quand vous m'avez dit que vous étiez innocent le jour où nous sommes rencontrés », donc c'était vrai. C'est-à-dire que depuis le premier jour, Lucien Léger a dit à son avocat « Je n'ai rien à voir là-dedans, je n'ai pas tué cet enfant ». Son avocat lui a dit « Vous êtes fou, si vous faites ça, vous allez être condamné à mort, personne ne va vous croire, faites-moi confiance, dites que c'est vous et je vous ferai passer pour irresponsable, vous irez en hôpital psychiatrique. » Pendant un an, il a suivi son avocat et finalement se rendant compte que ça ne marchait pas, puisque les experts psychiatres ont dit « Il n'est pas fou », il l'a reviré, il est revenu sur ses aveux
Et Maurice Garçon l'a lâché, l'a abandonné complètement. Mais dès le premier jour, il a dit, je ne suis pas l'auteur. Alors, ça n'en fait pas pour autant un innocent. Non, c'est pas parce qu'on clame sur l'innocent qu'on est innocent. Mais on n'est pas là pour juger, on pose juste les éléments de votre enquête qui est fort intéressante et complexe autour de ce personnage. À l'époque, il y a la peine de mort, on l'oublie, mais c'est quand même un défi très important. Tout le monde pense qu'il va être condamné à mort. Il y a de gros risques en tout cas. Comme vous disiez, Alberno, son avocat, qui est un peu badinter avant l'heure, qui se battait vraiment pour l'abolition de la peine de mort. La seule chose qui comptait pour lui, c'était qu'il évite la peine de mort. Et d'ailleurs, Alberno au procès a dit, Lucien Léger disait, je suis innocent. Alberno disait, ne l'écoutez pas, n'écoutez pas mon client, il est coupable, mais c'est un irresponsable. Et donc Alberno a réussi, ça a marché. Il a été condamné à perpétuité sans peine de mort. Lucien Léger rejoint donc la nuit carcérale pour de longues années. Personne n'imagine alors que ce petit homme passera 41 ans derrière les barreaux et établira ainsi un record inscrit dans les annales judiciaires. Pas question pourtant, pour lui, de se faire oublier. 2 requêtes en révision, 3 recours en grâce et 14 demandes de libération conditionnelle formulées pendant une quarantaine d'années par les avocats successifs de Lucien Léger. Autant de démarches vouées à l'échec. Personne ne veut prendre la responsabilité de libérer un homme qui a effrayé la France, dont le seul nom rime avec l'horreur. Libérable dès l'année 1979, Lucien Léger ne sort de prison que le 3 octobre 2005, à l'âge de 68 ans. Je n'ai jamais été coupé du monde complètement. C'est pour ça que je dis toujours, je sors comme je suis entré. J'ai fait en sorte de, en permanence, me tenir au courant de tout ce qui se passait. Je savais qu'un jour, peut-être, je l'aurais cette liberté. Malgré les aînés, l'intéressé ne semble n'avoir rien perdu de sa détermination. « Je suis innocent », répète-t-il. Un ami boulanger à la retraite, Lucien Bernhardt, visiteur de prison assidu, lui offre le gîte et le couvert. Léger fait des colis pour la Croix-Rouge. L'année suivante, il décide de porter plainte contre l'État français devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il dénonce un maintien en détention injustifié, mais il est débouté. Lucien Léger fait appel de la décision le 30 avril 2008. Il se présente en personne devant la Cour européenne. Cette fois, le dossier est mis en délibéré. Léger ne connaîtra jamais le jugement de la Cour européenne. On découvre son corps sans vie le 18 juillet dans l'appartement qu'il occupait à Laon, dans l'Aisne. Une mort naturelle. Celui qui signait l'étrangleur avait 71 ans, sans enfant, ni héritier. Il laisse derrière lui 56 lettres tout aussi glaciales qu'énigmatiques, versées depuis longtemps dans le grand livre de l'histoire du crime. Philippe Jaénada, auteur du livre Le Printemps des monstres chez Mialet Barreau et qui raconte toute cette histoire de Lucien Léger, un livre tout à fait passionnant. Je vais faire un petit cliché journalistique. Il est parti avec tous ses secrets dans la tombe, Lucien Léger. Oui, on peut dire ça comme ça. Il est parti en tout cas avec beaucoup de secrets. On ne sait pas exactement combien et lesquels, mais on ne pourra pas, et même Stéphane Troplin, dont je parlais tout à l'heure, qui était son dernier ami, l'a regardé dans les yeux, lui a dit « Dis-moi la vérité maintenant ». Et Lucien Léger lui a dit, tout ce que je peux te dire, c'est que je n'ai pas tué cet enfant, mais il restait enfermé dans cette histoire, ce scénario qu'il avait construit au fil des années, qui est parfois complètement absurde. C'est étonnant, hein, on n'arrive pas à décrypter des années après, même après sa mort, ce personnage. Hein, on a l'impression qu'il y a 2 personnes en lui qui l'habitent en permanence. Oui, je pense que quand même une bonne partie de ce qu'il a dit est exact. Hein. Je pense qu'il a voulu, c'était apparemment un homme dont la parole était très importante pour lui, de tenir sa parole. Je pense qu'effectivement il a voulu aider quelqu'un et qu'ensuite il s'est enfermé dans son système et qu'il n'en est jamais sorti. Mais si Lucien Léger en 1981 avait dit « je suis l'assassin », il sortait tout de suite, quoi. Pourquoi on a justement, alors on y vient à ce record, il est le recordman de la détention. Ouais, ça a été battu depuis, je crois. Peut-être, mais pas de beaucoup. Non. En tout cas, pendant les années, c'était lui. Pourquoi la justice a systématiquement refusé de... Alors c'est incroyable, c'est pour 2 raisons qui sont aussi absurdes l'une que l'autre. La première raison, c'est que le père Yves Taron, comme on l'a entendu tout à l'heure, a dit « s'il sort, je le tue ». Donc on disait, on va le laisser en prison, c'est pour le protéger, c'est pour son bien, mais l'État est censé protéger ses citoyens, donc il aurait dû sortir. Et la deuxième raison est encore pire, c'est qu'on disait, il continue à clamer son innocence, il refuse d'admettre son crime, ça veut dire qu'il n'a pas conscience de la gravité de ce qu'il a fait, donc il est dangereux. Et une avocate qui s'appelle Adeline Pichard, maître Adeline Pichard, disait, c'est interdire à qui que ce soit de clamer son innocence, puisqu'on dit, on ne le laisse pas sortir parce qu'il dit qu'il est innocent.
Donc il n'a pas réalisé qu'il a tué un enfant, c'est fou. Alors gardons-le en prison, c'est un monstre. C'est complètement absurde, c'est un raisonnement parce terrible. qu'il est la représentation parfaite du diable, hein, il faut le dire, au milieu des années 60, et puis ça va perdurer. Hein. Ouais. C'est un cas d'espèce. Lucien Léger, aujourd'hui, c'est toujours le visage du diable, hein, souvent. La représentation parfaite et simplette du diable, on dirait une petite figurine en plastique pour faire peur aux enfants, alors que les vrais monstres, d'où le titre du livre, les vrais monstres sont partout autour de lui, mais bien dissimulés. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette affaire sur le plan judiciaire ? Est-ce que l'enquête pourrait rebondir ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des éléments qui pourraient ressurgir ? Ou bien alors on est dans le fantasme de Lucien Léger qui s'est construit un personnage En théorie, l'enquête pourrait rebondir, parce qu'elle a été mal faite, mais avec des excuses il fallait réagir sur le coup. Mais en 74, il y a eu une contre-enquête pour évoquer une éventuelle révision qui là a été extrêmement mal faite, bâclée et même trichée, on peut dire. Donc elle pourrait en théorie, sauf qu'on sait très bien, on connaît comment fonctionne la vieille dame. L'affaire Seznec n'a toujours pas été... Et je crains qu'elle ne le soit jamais. Qu'elle soit jamais. Donc Lucien Léger peut toujours courir, je crois. D'autant plus qu'il n'y a pas de descendance de Lucien Léger. Il n'y a personne qui peut porter finalement sa mémoire ou essayer de... Il a des neveux, des nièces, mais il n'a pas de descendance directe, il n'a jamais eu d'enfant. Qu'est devenue la famille Taron, la famille du petit Luc Taron ? Alors, Yves Taron est décédé en 2001, je crois. C'est pour ça que Lucien Léger a pu sortir, entre autres, après 4 ans plus tard. Parce que le père s'opposait toujours à... Non, le père disait je le tue. Ne laissez pas sortir parce que je le tue. Ah oui, jusqu'à la fin de sa vie, il a dit qu'il le tuait. Et donc, voilà... la famille Taron n'a pas eu d'autre enfant que le petit Luc. Et encore une fois, je veux pas qu'on pense, c'est pas parce que je défends Lucien Léger que je ne pense pas à cet enfant qui est mort à 11 ans dans des conditions absolument atroces. C'est le personnage principal, j'ai envie de dire la victime, mais c'est toujours le personnage principal. Voilà, mais sauf que cet enfant a été tué par quelqu'un et moi, je pense que ce n'était pas Lucien Léger. Qu'est-ce qui vous a marqué ? Vous avez passé 4 ans à enquêter, Philippe Jaénada. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette enquête, dans cette démarche, dans cette histoire ? C'est ce qu'il y a au-delà des apparences, c'est-à-dire cette histoire qui paraissait très simple. Moi, j'ai été très surpris quand j'ai commencé à en parler autour de moi, il y a 4 ans donc, de l'unanimité sur la culpabilité de Lucien Léger. Personne, à part les deux qui ont écrit le livre, personne ne mettait en doute sa culpabilité. Et en fait, quand on gratte, si on prend le temps, c'est un luxe d'avoir du temps. J'ai bien conscience que les policiers, les juges d'instruction et les journalistes de l'époque n'ont pas eu ce temps. Quand on gratte, on découvre que tout ce qu'on croyait s'effrite et qu'il y a une autre vérité derrière. À la recherche de l'autre vérité. Merci beaucoup Philippe Jaénada d'avoir été l'invité aujourd'hui de l'heure du crime. Je rappelle le titre de votre livre, Au printemps des monstres, qui vient de paraître chez Maillet-Barreau. C'est une lecture absolument indispensable. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, puis Boris Pirdu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.